Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Manger local en ville et faire pousser des fraises dans de vieux conteneurs, voilà 2 angles pour comprendre ce que fait Agricool depuis presque 7 ans. Plusieurs millions, 30 au total, levés pour des fruits et légumes cultivés au cœur des villes, à moins de 15 km de chez vous, frais, local et sans pesticides. Voici le développement important de ces fermes conteneurs urbaines qui, au-delà des fraises, cultivent aussi les salades et herbes aromatiques que vous pouvez acheter en supermarché. Des premiers essais dans la ferme des parents de son associé Gonzague, à l'ambition de se positionner sur le marché de ces Français qui veulent manger plus responsable et plus local, en passant par les installations un peu spectaculaires de conteneurs, le parcours d'Agricool et de sa quête de modèle méritait bien un épisode de Changer la norme. Bienvenue dans Changer la norme, un podcast de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Dans Changer la norme, on parle sans langue de bois d'entrepreneuriat social, de business à impact et de changer le monde. Je m'appelle Flavie Després et je reçois aujourd'hui Guillaume Fourdigné, cofondateur d'Agricool. Pour vraiment changer la norme, le savoir, c'est le pouvoir. Alors n'hésitez pas à noter cet épisode et à le partager. Et surtout, écrivez-nous pour nous proposer des invités ou échanger. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ouais, très bien, très bien. Alors, aujourd'hui dans Changer la norme, je suis ravie de te recevoir pour parler d'Agricool. On va parler de ton parcours, on va parler de comment tu as cofondé Agricool et comment c'est en train d'évoluer. Et à la fin, on parlera alimentation, agriculture, impact et secteur du mieux entreprendre. Est-ce que tu peux te présenter en une phrase, s'il te plaît ? Ouais, donc je m'appelle Guillaume, je suis cofondateur d'Agricool. Je suis fils d'agriculteur et du coup, j'ai créé Agricool pour accélérer l'alimentation locale en ville. Et tu viens d'où ? Alors, je viens du Pas-de-Calais, pas loin de la Côte d'Opale. Je suis aussi alto-française. Ah. J'ai grandi entre Le Touquet et j'ai fait un petit détour par l'Artois à Béthune. Ah bah, moi, juste à côté de Montreuil-sur-Mer. Oh, c'est là où j'allais au collège. Bon, désolé pour cette parenthèse personnelle, auditeur de Changer la norme. On se parlera plus tard de cette belle région. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude et à quel moment tu t'es dit que tu allais fonder Agricool ? Alors moi, j'étais à l'IESEG, c'est une école de commerce à Lille. Et puis en fait, j'avais créé une première boîte quand j'étais étudiant pour aider les étudiants à trouver du logement. Voilà, j'étais déjà assez entrepreneur, mais j'avais trouvé un peu ce que j'avais autour de moi à faire. Et puis j'ai créé Agricool 2 ans après la sortie de l'école, avec vraiment l'envie de créer quelque chose qui ait de l'impact, qui soit du coup autour de l'agriculture, parce que j'avais grandi à la campagne avec des parents agriculteurs. J'avais vraiment ce sentiment qu'il y avait beaucoup de choses à construire pour avoir une alimentation meilleure, surtout en ville, là où j'avais finalement le plus vécu, quoi. Et alors, que fait Agricool ? Alors, ce qu'on fait, c'est alors déjà, la mission, c'est d'accélérer l'alimentation locale, l'accès à l'alimentation locale. Et ce qu'on fait pour ça, c'est que on transforme des containers, on recrée à l'intérieur un paradis pour les fruits et légumes. Donc, on recrée toutes les conditions idéales à l'intérieur, de lumière, de température, etc. pour finalement produire sans pesticides, en utilisant très peu d'eau, 95% moins d'eau, et être capable du coup de produire en ultra frais directement en ville. Donc, de pas avoir à importer de loin, ce qui est la plupart du temps le cas dans l'alimentation. Il y a maximum 2% de l'alimentation aujourd'hui qui est locale. Et c'est juste incroyable, alors qu'on a 90% des gens qui veulent manger plus local. Donc, il y a un énorme écart entre les deux, surtout en ville. Voilà, l'objectif, c'est d'être capable d'essayer d'alimenter un peu plus les villes en local. Avant de se pencher sur comment ça marche économiquement et comment tout ça s'est construit, pour quelqu'un qui n'aurait pas la main verte, c'est pour une amie, c'est quoi l'avantage des containers en ville pour faire pousser les aromates ou les fruits et les légumes ? En fait, ce qui se passe quand on veut commencer à produire en ville, alors déjà, pourquoi nous, on doit le faire, on n'est pas plus intelligent que les autres. La réalité, c'est qu'il y a évidemment énormément de gens qui habitent au même endroit.
Et du coup, pour nourrir en local cette population, il faut aller de plus en plus loin pour aller chercher l'alimentation, parce qu'il n'y a pas suffisamment finalement de terre et de production agricole autour pour nourrir tout le monde. Donc du coup, il faut être capable, quand on produit dans la ville, de produire beaucoup, beaucoup plus au mètre carré. Et puis en utilisant beaucoup moins, parce que dans notre société, on a envie quand même d'utiliser un peu moins de pesticides qu'avant, voire pas du tout, beaucoup moins d'eau et beaucoup moins d'énergie. Donc c'est très compliqué parce que voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on produit 100 fois plus au mètre carré qu'un champ, 10 fois plus au mètre carré qu'une serre, sans pesticides, avec des énergies renouvelables et en utilisant 90% moins d'eau. C'est là qu'est le principal challenge. Ces containers, après, c'est comme des champs et tu vends les produits, ou est-ce qu'ils sont achetés par des gens qui eux-mêmes cultivent ? Ouais, le modèle économique d'Agricool, c'est vraiment d'être une marque de fruits et légumes. Nous, on est parti du principe dès le départ qu'en fait, la moitié du trajet, c'était justement de l'explication. Parce qu'en fait, quand on s'est rendu compte qu'on pouvait produire dans notre container avec des LED roses quelque chose qui puisse faire sens et que finalement, ça pouvait être un modèle complémentaire qui soit intéressant à construire, on s'est bien rendu compte que ça allait pas juste être de vendre des containers. Ça allait être de se poser au milieu de la ville et finalement tous ceux qui avaient envie de comprendre, de venir échanger et expliquer. Donc cette marque de fruits et légumes transparente, qui explique ce qu'on fait, qui dit ce qu'on fait, etc. C'était vraiment important pour nous. Et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors aujourd'hui, on est dans à peu près 80 points de vente à Paris et en Ile-de-France, majoritairement Monoprix, et puis aussi Carrefour. Très parisien. Voilà. Pour l'instant, très parisien en effet. Mais c'est sûr que de toute façon, ça restera un sujet plutôt pour les très grandes villes. Parce que moi, à Montreuil-sur-Mer... tu n'as pas besoin de containers. Pas particulièrement besoin de containers. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde parle de local, en fait. Mais à un moment donné, qu'est-ce que ça veut dire manger local quand on habite justement à Paris ou à Marseille ou à Lyon, quoi ? Alors, si tu le veux bien, on va revenir sur la construction d'Agricool. Donc, t'as l'idée, comment tu rencontres tes cofondateurs et comment ça démarre ? Ouais, alors en fait, le tout départ, c'est même pas une boîte. C'est-à-dire que tu démarres avec finalement cette réflexion qui se dire tiens, il y a un truc marrant. J'ai l'impression que donc on regarde sur Internet, comme tout le monde, etc. Puis on se rend compte que il y a des gens aux États-Unis, un peu en Asie, qui commencent à produire ce qu'on appelle en intérieur, quoi, en indoor. Et pas que du cannabis. Il y en a qui commencent à faire aussi d'autres choses, des fruits et légumes. Et puis ton cerveau s'évade un peu, quoi. Tu te dis mais alors du coup ça veut dire qu'on peut produire n'importe où, ça veut dire qu'on peut produire directement dans la vie, qu'il n'y a pas forcément besoin de champs, ça ouvre quand même vachement de champs de possibles. Bon, aujourd'hui pour moi on était contraint à un champ, une serre, mais on pouvait pas faire beaucoup plus. Donc on a commencé par produire avec un cofondateur qui était tout simplement dans la même entreprise que moi. J'étais commercial en pharmacie. Et donc, rien à voir. Non, rien à voir. Je remplissais mes caisses, on va dire, pour justement pouvoir créer. Et donc, un cofondateur qui était aussi un ami, on commence à produire dans l'appartement de son oncle à Lille. On n'a pas encore eu ce qu'on a eu les garages, on a eu les caves, mais on n'a pas encore eu l'appartement de l'oncle comme début d'entreprise. Tu vas avoir l'appartement de l'oncle et ensuite tu vas avoir le container dans la cour de la ferme. C'est pas mal aussi. Voilà, et en fait, ça commence, et puis ça commence vraiment au moment où on se dit, en fait, allez, on achète un container. Donc là, un container, ça fait quand même, ça fait 9 mètres sur 3 mètres. On le pose dans la cour de la ferme de ses parents. Et pourquoi un container ? En fait, justement, on était dans cet appartement de l'oncle de Gonzague et on a eu quelques inondations. Et franchement, c'était quand même pas top pour l'oncle. Donc, à un moment, on s'est dit, il faut qu'on ait un endroit, quoi. Et donc, finalement, le principe du container, qui est génial, c'est que en fait, c'est un espace fermé, c'est hermétique, isolé, que tu prends, tu le poses et puis tu démarres dedans, quoi. Donc ça a démarré vraiment uniquement comme ça. Et puis c'est vrai que ça faisait déjà assez sens parce qu'en fait c'est des containers recyclés, donc c'est des containers dernier voyage qu'on fait un peu le tour du monde justement à balader des fruits et légumes. Donc il y avait une histoire aussi qui était assez marrante dès le départ de la relocaliser pour essayer de produire dedans au plus proche des gens, quoi. Alors, une fois que tu as bousillé l'appartement de l'oncle, tu mets un container dans la cour de la ferme. Et quand est-ce que vous vous dites, ça y est, on tient quelque chose, c'est un business et que vous vous mettez à temps plein dessus et que vous faites un business model et que vous vous dites que vous allez gagner votre vie comme ça ? En fait, il y a toujours une partie de nous qui se dit, on va continuer parce qu'il y a quand même une lumière au bout du tunnel. Mais alors, honnêtement, on n'ose pas du tout assumer que ça puisse être vraiment quelque chose parce que là, on se retrouve dans la cour de la ferme. On est en train de tout transformer toute la journée pour essayer d'y produire des fraises et honnêtement tout le monde nous prend vraiment pour des fous à ce moment-là, surtout qu'en plus on produisait des fraises chez Gonzague, chez ses parents, il y avait des fraises en plein champ à côté, on était au mois de juillet et nous on était en train de transformer un container. Et pourquoi des fraises ?
Alors au départ, il y avait vraiment justement ce truc de chez les parents là de Gonzague, il y avait de la cueillette à la ferme, il y avait, même le soir, je me souviens, avant de rentrer, on allait chercher ces fraises incroyables. Ah oui, c'est de et la tout. sérendipité, c'est pas un fruit particulièrement facile ou... Ah non. D'accord. Mais honnêtement, on a toujours été très insouciants dans nos réflexions. Hein. C'est genre ah mais elles sont trop bonnes les fraises de tes parents. On n'a jamais eu ça. Quand t'habites à Paris, tu fais comment Ça va Vas-y, rassurer on va mettre tous les tes fraises. investisseurs. On va mettre les fraises dedans et on va les emmener à Paris et on va ouvrir le container et on va essayer de faire la même qualité que ça, quoi. Et comment est-ce que économiquement vous tenez au début? Eh ben en fait au début justement retour à la pharmacie. J'ai justement fait 2 ans comme commercial. J'ai mis un peu d'argent de côté, pas grand chose, hein, et on a tout mis dans le container. Et en fait on s'est dit voilà, on fait un truc. On le prend, on le pose à Paris. Alors déjà, c'est pareil, c'est un peu insouciant, il fallait trouver l'endroit, mais on le pose à Paris, au milieu de Paris, on ouvre les portes et on regarde comment les gens réagissent. Et s'ils réagissent comme nous, on le pense, à savoir qu'il y a un truc quand même qui est assez incroyable à construire derrière tout ça, et ben on espère qu'il y a une porte qui va s'ouvrir quelque part, quoi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'on a pris le container. Cette anecdote est assez drôle, on l'a mis sur un camion du coup, mais on voulait pas arriver et planter les fraises là, puis attendre 3 mois. Donc on l'a emmené au moment où les fraises étaient en fruits. On l'a du coup débranché, on l'a posé sur le camion, on l'a suivi avec notre 206 sur l'autoroute, on l'a reposé, on l'a rebranché, on s'est dit j'espère que ça va marcher. Je sais pas s'il y a déjà des fraises qui ont été comme ça en lévitation pendant 2 heures, mais voilà, on l'a posé. Et là, donc en effet, Anne Hidalgo nous avait autorisé à avoir un container devant la Cinémathèque à Bercy. Et on a ouvert les portes, on a fait rentrer tout le monde, et là ça a été... on a eu des médias dans tous les sens, etc. Et on a du coup eu 500 000 € de premiers investisseurs 3 semaines plus tard. Et là, on s'est dit ok, bon, c'est parti. Ok, faut que je reprenne mes esprits. Je suis en train d'imaginer le film du container, de la voiture. Enfin, c'est l'aventure. c'est un très bon storytelling. Je pense que vraiment. C'est l'aventure. Et est-ce que vous vous êtes fait accompagner par des incubateurs ou des réseaux au début? Au tout départ, il y avait The Family qui nous a accompagnés pas mal. Oussama, il nous a surtout aidé à nous mettre une dose d'ambition. Parce qu'en fait, nous, voilà, fils d'agriculteur, dans la cour de la ferme, alors, ça nous amuse, mais jamais on arrive à être suffisamment ambitieux en se disant mais oui, bien sûr, on pourrait pas nourrir la planète, mais on pourrait, voilà. Et lui a vraiment ce rôle à nous faire attendez, juste vous vous rendez compte de ce que ça peut devenir, etc., etc. Donc un peu nourrir cette ambition. Ce qui nous a fait énormément de bien, parce que du coup, en effet, derrière, sur les étapes suivantes, il fallait cette ambition, parce que quand tu te retrouves à avoir un truc où il y a tant besoin de recherche et développement et de travailler, parce que voilà, on se parle d'un truc où en effet ça fait rire parce qu'à la base c'est quand même un peu c'est vraiment l'aventure, et pour en faire quelque chose qui fasse sens il y a quand même beaucoup de trajets, et pour ça il faut aussi du capital, donc il fallait ramener de l'ambition là-dedans, ce qui a été le cas. Donc vous êtes fait accompagner par des fonds. Comment t'as choisi les gens qui ont investi dans Agricool? Et ben en fait ça a toujours été très humain. Moi je trouve que les fonds en soi ça veut pas dire grand chose, mais qu'il y a toujours, par contre, une personne qui se retrouve à tes côtés du premier jour au jour où il va partir, où il va, je sais pas, vouloir revendre ou j'en sais rien, mais c'est des temps de 5 à 10 ans, quoi. Et en fait, c'est vraiment hyper important de trouver les bonnes personnes. Donc moi, ça a surtout été ça. J'avais vraiment toujours besoin d'avoir des gens avec qui je m'entende parfaitement et pour lesquels je savais que je pouvais être transparent. Et ça, c'est fondamental, parce que dans un secteur dans lequel, en fait, on a une dissonance énorme entre le temps nécessaire pour faire de l'agronomie, de la recherche et développement, etc., et le temps normal de retour sur investissement d'un investisseur tech, etc. Donc moi, il fallait que je résolve ça en ayant quelqu'un avec qui je pouvais être transparent, et que pour moi, quand il y a de la confiance, t'es capable de remonter justement, de réussir à passer beaucoup d'étapes, quoi. Et aujourd'hui, t'en es où de ton modèle de container? Est-ce que c'est là-dessus que vous allez rester, ou est-ce que vous allez diversifier vos ambitions? C'est bien là-dessus. Par contre, on a fait 14 prototypes différents. Donc, pour faire un raccourci, on a levé 30 millions d'euros en tout. On a fait 14 prototypes. On a eu jusqu'à 50 personnes en recherche et développement, en agronomie, en ingénierie, etc. Et aujourd'hui, on a réussi justement à trouver un modèle qui fonctionne, qui est viable, qui peut permettre justement de financer la boîte, et qui produit des fraises, des herbes aromatiques, donc basilic, persil, coriandre, ciboulette, et des salades, donc des mix de jeunes pousses, la laitue, etc. Et c'est pour ça qu'on se déploie, hein. Il y a 2 ans, on n'avait que 5 magasins qui vendaient nos produits. Et là, voilà, on en ouvre presque tous les jours. Donc, super. C'est quoi votre, avec ton associé, ambition pour les 5 ans à venir? En fait, là, aujourd'hui, on est vraiment ça fait déjà 6 ans, mais en fait, on a fait 5 ans de recherche et développement pour rendre les choses finalement possibles vraiment physiquement. C'est-à-dire
que ça soit viable de produire comme ça. Donc aujourd'hui, on est sur un déploiement et l'objectif, c'est que la mission, elle devienne réelle pour tout le monde. Parce qu'en fait, c'est sympa, mais c'est très exclusif pour l'instant, tu l'as dit toi-même. C'est uniquement parisien, c'est 80 points de vente, enfin, c'est rien. 80 alors points je de parlais de Monoprix, qui pour moi est vraiment un stigmate de voilà, parisien. donc tu vois, là par exemple, on a ouvert 5 premiers Carrefour. Pour moi, ça c'est un vrai symbole. Et depuis le démarrage, ça a été le cas. C'est-à-dire que par exemple, on a vendu, c'était un challenge, une critique qu'on nous faisait d'ailleurs souvent, on a toujours vendu en supermarché. Donc voilà, quand on vient en disant je veux transformer l'alimentation et qu'on va en supermarché, il peut y avoir une dissonance vue par certains. Et pour nous, ça a toujours été un symbole très fort de dire en fait, le local, ça doit passer de la niche à la norme et ça doit pas être un truc qui reste uniquement exclusif dans certains points de distribution, etc. Donc, on veut que voilà, dans le rayon salade, il y ait une alternative locale, que dans tous les rayons, il y ait des alternatives locales importantes. Donc ça, c'est l'ambition. C'est que vraiment, le local devienne la norme et qu'Agricool en soit un porte-parole. Monoprix, c'est un magasin de riches. Enfin, c'est cher, Monoprix, et c'est très parisien, Monop. Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher d'acheter Agricool ? Non, ça coûte pas beaucoup plus cher. Pour moi, on peut pas avoir une innovation alimentaire qui apporte vraiment au niveau santé, environnemental, etc. si tu as plus de 30% au-dessus du prix conventionnel. Si tu veux que ça soit vraiment quelque chose qui soit massif. Quand tu prends la différence, ce qui est déjà beaucoup produits alimentaires. Mais ça sera, ça c'est sûr qu'il y aura toujours un écart. Mais voilà, il faut qu'en fait, on le voit dans les études, même consommateurs, les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour manger mieux, mais il faut que ça soit limité, évidemment. Ça peut pas être 2 fois ou 3 fois le prix, quoi. Quand on voit, par exemple, je sais pas, une boîte d'œufs bio, bon, maintenant, tu as des œufs bio dans n'importe quel circuit de distribution, y compris les plus massifiés. Bah, entre l'œuf bio et l'œuf non bio, c'est ce genre d'écart, 20-30%. Mais tu peux pas avoir des écarts qui soient trop massifs. Donc voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de déployer ça progressivement. Et puis, c'est sûr que les prix vont diminuer progressivement. Parce que quand tu démarres, ça a d'ailleurs démarré avec, si je calculais le coût de production de cette première fraise déposée en 2015. La fraise la plus chère du monde. Je pense que ouais, ça devait être pas mal. Donc voilà, il a fallu quand même vraiment augmenter progressivement le rendement, diminuer les coûts, et ça va continuer à être le cas dans les prochaines années. Je veux bien, si tu es d'accord, qu'on fasse un petit détour par le marché, parce qu'il y a eu toute une vague, j'ai l'impression, il y a 3-4 ans, enfin moi je suis dans le secteur, j'entreprends depuis 7 ans, il y a eu vraiment une vague d'agriculture urbaine, de toits végétalisés, de ruches, etc. Tu te situes comment par rapport à ce marché-là ? En fait, dans l'agriculture urbaine, tu as plein de missions. Il n'y a pas une mission, c'est pas par exemple nourrir. Il y a des gens qui ont comme objectif de nourrir, il y a des gens qui ont comme objectif de végétaliser, tu l'as dit, donc recréer du vert dans la ville, ce qui est hyper important. Il y a des gens qui ont comme objectif de créer un lien entre l'alimentation et les gens. Donc quand tu peux aller avec tes enfants, récolter des tomates toi-même, etc., montrer comment ça pousse, voilà. C'est connecter les gens ensemble, etc. Donc il y a plein de raisons de créer de l'agriculture urbaine. Pour moi, la partie nourrir, elle ne doit pas particulièrement être au cœur de la ville, sur un toit, etc. Parce qu'en fait, tu auras des coûts de production qui seront très importants. Et puis, tu vas essayer de massifier quelque chose, alors qu'en fait, l'objectif, quand tu es au cœur de la ville, c'est quand même justement de connecter, de végétaliser, etc. Donc, la plupart de ces acteurs-là ont plutôt comme mission de végétaliser ou de connecter les gens. Nous, on va vraiment chercher à nourrir en local une ville. Et pour ça, du coup, on se positionne d'ailleurs plus autour de la ville, en fait. Là, par exemple, notre ferme est à la Courneuve. Et on va venir produire juste en périurbain, à quelques kilomètres, pour être capable d'être très efficace en production et vraiment rendre l'alimentation possible. Je te pose une question indiscrète, mais ils en pensent quoi, vos parents, qui font pousser des choses en plein air de vos containers ? C'est marrant. Alors, au départ, en fait, ils n'ont jamais été critiques, mais par contre, au départ, clairement, c'était pas les seuls. Hein. Personne, il y avait un truc ils comprenaient même pas en fait ce qu'on faisait, ou on était vraiment pris pour des fous, quoi. Ils étaient pas sereins, ouais. Notre réponse était non, mais on fait ça pour s'amuser, on verra bien. Il y avait un fond de nous qui croyait très bien au truc, mais on n'osait même pas l'assumer, quoi. Par contre, ils ont toujours été, finalement, l'agriculture, ça a toujours été très porté sur l'innovation, la technologie, etc. Parfois, ça a eu des grosses dérives, hein, c'est le sujet des pesticides, des engrais, etc. Mais je veux dire, ça fait quand même pas mal d'années que l'agriculture et innovation chaque année existent. Donc finalement, ils sont pas forcément surpris par le fait qu'on trouve des solutions et des innovations. Ce qui est plus complètement fou, c'était de se dire mais qu'est-ce que vous allez faire avec un container qui produit des fraises à Paris, voilà. On va parler un peu, si t'es OK, du secteur de l'impact ou d'entreprendre autrement.
Est-ce que tu te présentes comme agriculteur, comme entrepreneur à impact quand on te demande dans les soirées ce que tu fais? Ça dépend quelle soirée, du coup. Le caméléon. Ça dépend si c'est des agriculteurs ou si c'est... Non, je me présente quand même comme entrepreneur. Pour moi, de toute façon, aujourd'hui, si tu veux avoir une entreprise qui grandit correctement et qui a du coup de l'impact, il faut qu'elle fasse sens. Donc, voilà, je pense que c'est tout le thème de ton podcast aussi. Mais à un moment, finalement, je pense même pas qu'il puisse exister une marque de fruits et légumes qui se crée aujourd'hui, qui n'ait pas comme objectif de produire plus sain et plus respectueux de la planète. Donc, on se présente vraiment comme une marque de fruits et légumes et moi plutôt comme un entrepreneur. Est-ce que tu es dans des réseaux d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs à impact? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que vous avez travaillé en termes de structuration, de gouvernance, au-delà de votre objet de business? Je ne suis pas particulièrement dans des réseaux. Par contre, on échange beaucoup et on a beaucoup de liens, en effet, avec tous ces entrepreneurs, les Phoenix, les Togo, enfin tous ceux qui sont dans l'alimentation et qui créent le plus d'impact, mais pas forcément un réseau en particulier. Si t'es prêt, on va attaquer les questions finales. Allez. Quelle est la raison d'être d'Agricool? La raison d'être, c'est d'accélérer l'accès à l'alimentation locale. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Emmanuel Macron, en fait, je vais toujours être le plus ambitieux sur le sujet. Tu veux mettre un conteneur devant sa maison au Touquet, rue Saint-Jean pour... Ouais, non, l'objectif, c'est vraiment que ça devienne... un conteneur à l'Élysée. Massif. Voilà, exactement. Faut rester ambitieux. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Ça serait une taxe pour finalement défavoriser les produits qui viennent de beaucoup trop loin ou qui sont trop impactants pour l'environnement. Un bonus. Exactement. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil, je pense vraiment, c'était quand on a démarré, c'est de mettre aucun filtre sur ce qu'on était en train de construire. En fait, raconter l'histoire comme on la vit, parce que c'est ça que tout le monde veut entendre. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Oser être fou, en fait, parce que c'est vraiment... moi, j'ai ma phrase préférée, c'est Michel Audiard, « Heureux sont les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ». Et il y a vraiment ce truc d'insouciance nécessaire pour réussir à construire ce qui est complètement extraordinaire, quoi. Merci Guillaume. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.